Bonjour. Bonjour. Présentez-vous, veuillez présentez-vous. Je me nomme Sylvie Verger. Je suis soignante au sein de la Fondation John Bust, qui est un institut sanitaire médico-social protestant, privé et à but non lucratif. Et on est reconnu d'utilité publique depuis 1877. Et ça a été créé en 1848. Voilà. Et par notre pasteur, le pasteur John Bust. De ce que je me rappelle, le leitmotiv de notre dicton et un peu notre phrase emblème, c'est celle de John Bust qui dit « Nous accueillerons tous ceux que tout le monde repousse ». Voilà. Donc on accueille au sein de la fondation des personnes, des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques, d'handicap physique, d'handicap mental, des cas de maladies rares, voilà, et des personnes aussi avec la dépendance due à l'âge et dont la vie nécessite une vie sociale adaptée. Voilà. Donc on a divers établissements répartis sur le site du SVD. Donc on appelle ça le site de la vallée de la Dordogne. C'est là où se situent nos établissements mères, enfin maison porteur de la fondation. Et nous avons après différents instituts installés à travers le monde et surtout à travers la France. Voilà. Et différentes régions de France. Donc moi personnellement, j'aime énormément mon travail, j'aime énormément notre vision de travailler et j'aime beaucoup mes collègues, j'aime beaucoup mes patients, énormément. Donc voilà, moi c'est un plaisir de m'occuper des personnes handicapées. Je suis personnellement plutôt spécialisée en gérontopsychiatrie. Voilà. Là, je vais bientôt certainement rentrer en formation en gérontopsychiatrie et surtout accompagnement de fin de vie et palliatif. Donc voilà, histoire qu'on ait les meilleurs accompagnements au sein de tous les établissements, c'est un peu notre objectif aussi. Et surtout promouvoir notre savoir-faire, nos compétences et notre manière d'aborder l'humanisme, l'inclusion et tout ça. Et là, moi, mon but, pour l'instant, c'est de faire un récapitulatif et une observation de ce qui se passe à travers le monde. Donc la Corée du Sud, voilà, qui est mon objectif principal, et de faire une synthèse un peu de ce qui se passe autour de l'handicap en Corée du Sud. Et puis à long terme, qui sait, peut-être qu'on pourra, John Bust, moi-même, et puis les personnes qui sont pleines de joie, bénévoles et bonnes, on pourra tous se rencontrer pour essayer de créer quelque chose de formidable. Voilà. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à la Corée? Alors c'était personnellement, c'est suite à un cadeau de livre de cuisine. Ah. C'est parti ainsi. On m'a offert un livre de cuisine et puis je pense que le cheminement s'est fait suite à beaucoup d'événements personnels et je me suis décidée à prendre un billet, à partir. Et précédant mon voyage, en fin de compte, j'avais demandé à des connexions, dont une pasteur, dont je vais citer le nom, et je pense que ça lui fera plaisir parce que ça lui rend honneur, pasteur Ottilie, qui a fait des recherches pour moi parce que j'avais demandé si on avait des connexions sur le handicap en Asie. Et elle m'a dit non, je ne sais pas. Et elle-même a fait des recherches et par contact, je suis rentrée en contact avec des instituts accompagnant au niveau culturel les personnes handicapées. Donc je compte approfondir la situation ainsi que d'autres contextes concernant les personnes qui ont besoin qui sont fragiles. Voilà. Selon vous, en quoi l'adoption diffère-t-elle entre la Corée et le Brésil? Ah oui, parce que j'ai oublié de dire que j'étais brésilienne.
Ce qui diffère, je dirais que c'est le manque de... S'il devait avoir une différence, je dirais que c'est le manque d'information administrative. C'est pas fait pareil. Dans le sens où là où vous pourrez avoir quelques mots, ce ne sera pas forcément le cas partout. Et ma génération, parce que j'avoue j'ai 42 ans, ma génération, à l'époque où j'étais enfant, les formalités ne se faisaient pas pareil. Maintenant c'est beaucoup plus organisé, c'est beaucoup plus suivi, mais c'est vrai que moi je pense qu'il y a 42 ans, vous pouvez retrouver des traces. Ce ne sera pas toujours le cas au Brésil, par contre. Il faut être honnête, ce ne sera pas toujours le cas, ou ce sera peut-être biaisé, ou on peut vite se retrouver avec un John Doe. Je ne sais pas comment s'appelle John Doe au Brésil, mais on peut très vite se retrouver sans nom. Voilà. Donc je pense que ce serait la différence. Brésil, Oui. les personnes adoptées ont, elles, assez d'informations concernant leurs parents biologiques. Les parents biologiques. Oui. Ben justement, c'est peut-être ça le problème. Le souci, c'est que à l'époque, voilà, c'est une histoire de génération. À l'heure actuelle, je pense que il y aurait beaucoup plus de possibilités, on aurait beaucoup plus d'informations et il y a un regard qui est autre, donc beaucoup plus sérieux. Je pense qu'à mon époque, ça se passait différemment. C'est dans le sens où, par rapport aux parents biologiques, s'il y avait un nom volontaire de la personne, enfin du parent, souvent de la mère, il n'y avait pas d'infos. Et vous ne pouviez pas retracer, entre guillemets. Il n'y a pas de je lève le nom sous X, je gratte et je vais voir s'il n'y a pas quand même une information. Il n'y avait rien en fin de compte. On remplissait pas la case. Donc il n'y avait pas quelque chose derrière, entre guillemets, pour compléter, pour pouvoir donner un indice ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'indice à l'époque. Maintenant, ce serait différent. C'est suivi, le regard est autre. Donc, voilà. Mais à l'époque, une fille-mère, une maman, une famille en difficulté, un refus familial ou autre, ou situation difficile, violence ou maltraitance ou quoi que ce soit, à l'époque, quand l'enfant était placé, si la famille biologique ou la maman disait non, eh bien on ne remplaçait pas. Donc quand on revenait plus tard pour faire les recherches, on n'avait qu'une case vide. Ce ne serait plus le cas à l'heure actuelle. Voilà. Que pensaient les personnes adoptées au Brésil, du Brésil à l'étranger des adoptions internationales brésiliennes? Par rapport à... Ah oui. Ben, ça dépendra des histoires de chacun. Dans le sens où je pense que là, à ce niveau-là, l'histoire sera différente d'une personne à une autre. Au Brésil, par rapport aux adoptions internationales, je pense qu'il y a eu toute une génération. Et quand je dis une génération, c'est une génération mondiale. Parce que là, on va parler de la Corée, mais on peut parler du Brésil aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas eu que ces pays, en fin de compte. Il y a eu toute une vague un peu insidieuse et pas forcément très saine d'ouverture des pays. Pour certaines raisons, ont envoyé un peu comme une sorte de, comment dire, de colonisation. Ils ont envoyé, que ce soit le Brésil, la Corée ou d'autres, leurs enfants parce que eux n'en avaient pas besoin, on n'en voulait pas, mais il n'empêche qu'ils envoyaient le propre sang de leur pays ailleurs, en se disant ça va se répandre peut-être. Est-ce que c'était l'objectif final? Je ne pense pas, mais c'était un peu le cas, sans se rendre compte, entre guillemets, que parfois, suivant les personnes, on a un besoin de retour, entre guillemets, à d'où on vient. On a besoin d'avoir des informations, on a besoin d'avoir, entre guillemets, quelque chose à quoi se raccrocher. Et suivant les histoires de certaines personnes, moi personnellement, je me suis arrêtée à la famille qui m'a adoptée. Mais je pense que c'est une chance que beaucoup n'ont pas eue. Voilà. C'est une chance que j'ai pu être, comme je dis, aimée correctement. C'est une chance que j'ai pu avoir. Ce n'est pas le cas de tous.
Et j'aurais souhaité, entre guillemets, que tous aient pu avoir la chance d'avoir les parents qui ont pu m'accompagner. Par contre, c'est vrai que je conçois qu'à un moment, quand ce n'est pas le cas, ou quand on n'a rien, ou quand on se retrouve encore et à nouveau, entre guillemets, mis de côté, je puisse concevoir qu'on puisse vouloir se raccrocher à d'où on vient. Et je pense qu'au niveau international, il y a beaucoup de choses qui auraient pu se faire, qui n'ont pas été prévues. Et maintenant, c'est aux pays, entre guillemets, qui ont fait ce qu'ils ont fait à des enfants, à leur propre sang, de réparer. Je pense que c'est au gouvernement, et même si ça a été fait il y a 40 ans et que les personnes qui ont mené tout ça ne sont plus là, ne sont plus en vie, je pense qu'il y a un devoir de chaque pays de pouvoir répondre et donner une réponse à chaque enfant qu'ils ont laissé partir. Voilà. On ne laisse pas partir son sang, entre guillemets, sans se dire qu'on en a besoin, ou sans se dire, entre guillemets, qu'il ne nous appartient pas juste parce qu'il n'est plus là. On est censé pouvoir dire « oui, tu m'appartiens tout de même ». Voilà. Et ça, c'est important. Oui, moi je me considère... Les Coréens adoptaient des souvent... Les racines. Ah oui. Oui, je pense. Je pense un peu comme... de ce que je connais de la Corée, je pense que c'est... Est-ce que c'est un lien ou pas? Ou est-ce que c'est subtil, un peu comme une mémoire transmissible? Par exemple, vous, au niveau identité, au niveau de vos noms de famille, vous avez différentes terminologies qui correspondent à certaines branches. Je sais que vous avez à peu près une 50aine différentes suivant la fin de vos noms. Et ça vous permet d'appartenir, entre guillemets, et c'est de la mémoire qui se transmet sans s'en rendre compte. C'est de la mémoire, entre guillemets, mais c'est comme une forme d'appartenance. C'est comme moi, par exemple, au Brésil, je suis affiliée au Wayampi. Mon ethnie, c'est les Wayampi. Mais il y a au moins une centaine d'ethnies différentes. Mais ça en fait partie. Et pourtant, je me considère comme française. Mais mes racines sont Wayampi. C'est d'où on est, c'est le sang. Voilà. Et quand je parle, je dis que je suis française, mais je dis aussi que je suis du Brésil. Voilà. Et c'est parce que c'est une forme... ça dépend. Ça dépend des histoires. Certains auront le rejet de cette racine qui lui a fait du mal et qui ne lui a pas rendu honneur et qui ne lui a rien rendu du tout même, qui sont juste débarrassés. Mais après, il y a aussi des personnes qui ont besoin aussi d'avoir quelque chose, comme je disais, à quoi se rapprocher. Le plaisir d'avoir quelque chose. Il y a les noms de famille, il peut y avoir les ethnies. Chez nous, il y a les régions. On ne dit pas un basque, entre guillemets, qu'il est breton. Ça ne se fait pas. Et pourtant, ils sont tous les deux français. Vous, dans vos noms, les fins de terminaison, si on le confond, c'est pas la même chose. Ça se fait pas. C'est la même chose. Et c'est ça que j'aime. Moi, si je dois utiliser racine, c'est ça. Et donc, il y a un besoin de retour à une racine. Et si ce n'est pas des détails, c'est juste une globalité. Quelqu'un qui est loin, qui sait qu'il vient de tel et tel pays, mais sans plus d'informations, il dira qu'il est de telle nationalité, mais que sa racine est son pays d'origine. Il sera obligé de banaliser les choses. Mais ce sera le résultat de ces mots, en général. Je ne veux pas banaliser, mais je pense que ce serait ça. Avez-vous retrouvé votre mère Biologique. Non. Je ne l'ai pas trouvée. Alors, mon histoire est un peu particulière et je pense que quand je disais que j'avais eu de la chance d'avoir eu et j'aurais voulu et je vous les aurais souhaité d'avoir les parents que j'ai eus, c'est une chance. La manière dont ils nous ont expliqué l'adoption, dont on a été accueillis, dont on a vécu les choses avec nos parents par rapport à nos origines, à nos racines, a été vécu différemment, je pense que énormément de personnes. Et j'aurais voulu que vous ayez tous eu cet accompagnement, ou dans le sens où moi, par exemple, le besoin de la famille biologique ou de ma mère biologique, j'ai pas eu ce besoin spécialement de chercher. Je n'ai pas eu besoin de chercher. Mes parents, quand on était enfants, tout petits, nous ont expliqué l'adoption.
Alors on a compris sans comprendre. Mais voilà, on nous l'avait expliqué. Grosso modo, c'est un peu comme mettre dans l'état d'esprit qu'il nous arrive quelque chose, mais on a le temps d'apprendre. Voilà, on nous donne juste l'information. Et quand on est revenu plus tard et qu'on a reposé les questions, et bien là, sur le coup, on nous a redonné les explications avec un peu plus de détails adaptés par rapport à nos âges parce qu'on était plus âgés. Et moi, personnellement, ça m'a paru logique. Et j'ai pas ressenti ni manque, ni douleur, ni comme si on m'avait volé une part. Je me suis dit, ah oui, bon, d'accord, ok. Bah oui, ça se voit qu'on est adopté. Hein. Une jeune fille asiatique, une jeune fille africaine, typée afro, avec 2 parents blancs. C'était normal qu'on soit d'un peu différent. Mais ça ne m'a pas fait mal, je pense, comme beaucoup. Ou qui n'ont pas eu de mots, qui n'ont pas eu de souvenirs, qui n'ont pas eu d'histoire à qui on ait pu raconter. Moi, je sais que mes parents... Je pense qu'une fois, j'ai posé la question de ma maman biologique, de ma mère biologique, pardon, et ils m'ont expliqué que c'était une fille-mère. Et ils m'ont expliqué que tout le déroulé de cette situation qui est très intime, qui fait partie de mon identité aussi. Et c'était une fille-mère en fin de compte. Ils m'ont raconté l'histoire, comment ça s'est passé, comment ils l'ont rencontrée, comment ensuite moi ils m'ont rencontrée, comment ils m'ont eu. D'autres détails sont venus après, mais à ma demande. Et là on complétait, on me racontait l'histoire à nouveau en rajoutant des détails. Et là j'ai dit ah bon, d'accord. Et ça m'a paru une suite logique. C'est un peu comme à chaque fois qu'on lit le livre à ses enfants. Voilà, on se le dit, puis à force, ben, l'enfant il prend le livre, il dit non mais c'est bon, je vais me la lire moi-même l'histoire. Ben c'est ça, c'était un peu ça. Donc je l'ai pas mal vécu. Je l'ai plutôt bien pris et au niveau des recherches, je pense que je vais faire les tests ADN, qui sait. Peut-être de la famille, on ne sait pas, des frères et sœurs et tout, mais je me sens pas triste ni en demande, quoi. Voilà. Et les soucis qu'on peut avoir de se dire c'était moi qu'on a rejeté, est-ce qu'il y a eu d'autres frères et sœurs, est-ce qu'en fin de compte mes parents sont restés ensemble et ont eu d'autres enfants, est-ce que moi j'étais l'erreur, est-ce que on peut se poser énormément de questions, pourquoi on n'a pas voulu de moi, qu'est-ce que j'ai pu faire de mal, qui j'étais dans cette famille pour qu'on ne veuille pas de moi, ou qui j'étais pour ma mère au point de ne plus vouloir m'avoir auprès d'elle, de ne pas pouvoir m'avoir auprès d'elle. Et je pense que c'est des questions que je ne me suis pas spécialement posées. Je ne me suis pas spécialement posée parce que je suis quelqu'un déjà de très pragmatique par rapport aux faits, aux gestes, aux gens et la société. Je suis extrêmement sensible et je pense que depuis longtemps, j'ai créé une forme de barrière pour peut-être pas ressentir ce mal, mais je relativise chaque moment, chaque questionnement qui puisse être douloureux en me disant est-ce que tu souffres vraiment de ce manque? Est-ce que tu en souffres vraiment? Moi personnellement non. Ce n'est pas un besoin inné, vital. Par contre j'imagine très bien que ma démarche n'est pas la même que les autres et je pense que si ça devient vital pour quelqu'un, c'est extrêmement important d'aller jusqu'au bout. C'est extrêmement important. C'est un peu comme une personne qui apprend qu'elle a le diabète et qui ne va pas chercher son insuline. Ce serait dommage. Je pense qu'il est important il est très important d'aller au bout si on en sent le besoin vital. Ce n'est pas mon cas. Je pense que j'ai certainement des frères et sœurs, mais je ne le ferai pas. Peut-être que je ferai la recherche, je ne sais pas. Mais sur un coup de tête, peut-être. On ne sait pas. Vous revenez en Corée? Oui. Comment vous voulez travailler Jeune Post par rapport au Jeune Post avec la Corée? Alors là, j'ai un mémoire. J'ai des écrits à faire que je vais transmettre. Donc, je vais faire un état des lieux social, un état des lieux du pays. J'ai déjà récolté des informations. Un état des lieux, ça va être tout ce qui est faire des résumés sur culture, sur tout ce qui est culture, un peu cuisine, les habitudes, des trucs comme ça.
et voir un petit peu comment ça s'appelle, mais comment sont pris en charge les personnes handicapées. Voilà, moi ça va être pratiquement ça. C'est vraiment le handicap moi qui m'intéresse et donc après donc j'ai appris qu'il y avait effectivement et ça je pense que ce sera pour mon prochain voyage, c'est aller visiter un orphelinat qui recueille les enfants handicapés. Et je veux pas qu'on me montre, je veux y aller en ayant un vrai regard, une vraie observation et je veux pas qu'on me montre de la façade. Je veux qu'on me montre vraiment parce que moi c'est mon boulot, je sais ce qui se passe vraiment derrière les murs et je veux voir derrière les murs. Voilà. J'ai visité une entreprise justement, un organisme, voilà, et j'ai pas apprécié, enfin, c'est pas que j'ai pas apprécié parce que le fait de m'accueillir pour pouvoir, je trouvais ça généreux, mais j'aime pas qu'on me montre du rêve. Je veux pas qu'on me montre les plus beaux, les plus mignons, ceux qui se tiennent le mieux. C'est pas eux qui m'intéressent, c'est les autres. Et je voudrais savoir, entre guillemets, on sera pas sauveur, mais voir ce qu'on peut faire pour aider ou peut-être pour aider davantage ces personnes-là, mais c'est surtout pour prévoir pour les autres, pour prévoir pour plus tard. Et je pense qu'en France, au niveau du sanitaire médico-social, c'est vrai qu'on a des techniques, on a des manières de faire, peut-être une manière de penser, nos pratiques et de procéder qui fait qu'on n'est peut-être pas en avance sur tout, mais je pense qu'on a des manières de faire qui sont peut-être propres à certaines inclusions. Et je pense que c'est possible quand on a un savoir. Je trouve que l'intelligence, en fin de compte, c'est quand on a un savoir et c'est de le transmettre. Il y a des gens qui sont diplômés, qui sont extrêmement intelligents, mais qui sont en fin de compte très très rustres et très très bêtes parce qu'ils ne le transmettent pas, ils le gardent pour eux. Alors que on peut être moindre et avoir certaines connaissances, mais si on en transmet, on peut aller tellement loin. On peut tellement étendre, entre guillemets, des manières de faire, des manières de penser. Et je pense que c'est ça. Et je pense que c'est important. Il y a une manière de faire qui fait faut qu'on puisse l'étendre. Et moi, je sens quand même besoin de me dire qu'est-ce qu'on peut faire. En toute entreprise, même à but non lucratif, ça veut dire qu'il ne rapporte pas, qu'il ne monnaie pas, qu'il ne crée pas de ressources au commerce. Même à but non lucratif, il n'y a pas besoin, il n'y a pas forcément besoin de finances énormes entre guillemets pour apporter quelque chose de bien. Moi j'ai connu, qui n'était pas John Boss, mais j'ai connu une personne qui était handicapée, soutenue par sa famille, très très lourde. Hein. Cette personne, ils avaient très très peu. Et pourtant, mais c'était une maison, tu rentrais chez eux, c'était le bonheur. Tout le monde avait le sourire. Même la personne handicapée, même ce jeune homme, quoi, c'était un jeune homme, avait le sourire, heureux de voir les gens, heureux, et on voyait pas un regard de crainte, on voyait pas on le sait quand les gens, entre guillemets, se sentent à l'aise avec quelqu'un. Il n'y a pas besoin de regarder autour de soi. Vous savez, c'est quoi la première chose qu'on fait quand on rentre dans une pièce qu'on ne connaît pas? Est-ce que vous savez ce que c'est le premier réflexe? D'après vous? La première fois qu'on rentre dans une pièce, un environnement qu'on ne connaît pas, nos yeux scannent et c'est inconscient pour trouver une autre sortie. Parce que l'entrée est dans notre dos. Et c'est inconscient. Mais on le fait tous. On scanne pour trouver une autre sortie. Parce qu'on est on est souvent... Parce que le monde est terrible et qu'on vit dans ce monde. Mais souvent c'est inconscient, mais c'est une des premières choses qu'on fait. Et moi, en tant que soignante, quand je parle avec mes élèves, c'est ce que je leur dis. Quelle est la première chose que tu vois quand tu rentres dans une pièce? Cherche, c'est quoi le pire? Pourquoi? Ben, ça peut être une transfusion ou un truc comme ça, enfin c'est voilà. Pour qu'ils cherchent, entre guillemets, la chose la plus importante à travailler,
à surveiller, surtout si c'est par exemple des perfusions ou des machines, des aérosols ou tout simplement des respi ou voilà. Et tout ce qui est machine médicale. Tu regardes tout ce qui est lié à la personne et tu regardes tout ce qui est susceptible, entre guillemets, qui a un rapport au danger physique, voilà, ou autre. Et là, tu reprends et c'est comme ça que tu peux faire tes vérifications. Ça, c'est dans l'enseignement des soignants. Mais une personne lambda, et même n'importe qui, rentre dans une pièce, c'est inconscient, il ne connaît pas la pièce, il va scanner et c'est inconscient, son premier réflexe, ça va être de chercher une sortie. Parce que lui-même, il a dans le dos. Voilà. Donc, imaginez. Et ça, souvent, on le fait tous nous-mêmes. Mais quand vous tombez sur une personne qui n'a pas ce regard-là, parce qu'elle n'en a pas besoin, parce qu'on ne l'a pas mis en insécurité, on ne lui a pas fait mal, on ne l'a pas obligé, on ne l'a pas forcé, on lui a apporté plus de bien qu'autre chose, et bien moi, ce jeune homme, je n'ai jamais vu ce regard sur lui. Mais je ne l'ai jamais vu être dans la peur, je ne l'ai jamais vu être dans la surprise ou dans l'appréhension. Voilà. Je l'ai vu heureux. Et ils avaient très très peu ses parents. Mais je sais pas, c'était la maison du bonheur. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de finances. C'est la manière de faire, la manière d'accompagner. En tant que soignante, on m'a appris où il y a le patient et le patient. Et il faut garder une distance. Il faut être à disposition, mais garder une distance de professionnel à personne soignée. En travaillant en psychiatrie, surtout que moi je travaille en gérontopsychiatrie, donc il y a eu beaucoup de vie derrière. Voilà, ils arrivent vers la fin avec leurs petits problèmes, avec les problèmes, les petits non, les problèmes de personnes âgées. Et c'est personnel, parce que normalement on n'a pas le droit en France. On doit garder une forme de distance. Moi j'y arrive pas. Parce que institut ou pas, depuis très longtemps ou pas, ou quoi que ce soit, je pars du principe on ne peut pas passer sa vie, parce que l'institut n'est pas la famille, hein. Attention, on apporte du bien-être comme si on était du confort et du bien-être comme si on était la famille, mais on n'est pas la famille. Et il faut savoir qu'il y a des personnes, on parle de personnes adoptées, de personnes placées, voilà, des personnes abandonnées, depuis leur naissance souvent, certains. Sauf que moi, ils sont en gérontopsychiatrie, donc ça fait plus de 60-70 ans qu'ils peuvent être abandonnés. Je ne me vois plus avec des personnes en gérontopsychiatrie ne plus les aimer correctement. Voilà, ce que j'appelle aimer correctement, c'est pas être plus, mais je ne me vois plus ne pas les toucher. Qui passe une vie sans qu'on le touche vraiment? Une caresse sur la main, une caresse sur les cheveux, ou ne serait-ce que sur les joues. Qui passe une vie sans qu'un tiers ou autre ne nous apporte la moindre affection? C'est pas possible. Qui passe une vie sans avoir quelqu'un qui nous presse contre soi? Qui passe une vie sans baiser sur la joue, sans entendre... Ces trucs bêtes, les gens n'aiment pas mettre des mots parce qu'on est comme si tout le monde était télépathe dans une famille et qu'on était censé savoir qu'on s'aime. Non, il faut mettre des mots, c'est important. Même les personnes qui sont adoptées ou qui sont handicapées ont besoin de mots pour comprendre les choses. Pourquoi on ne se dit pas qu'on s'aime? Je trouve ça un peu dramatique. Moi, j'ai été élevée où on m'a dit qu'on m'aimait. Et je vois mon entourage, je lui dis que je l'aime, je le prends dans mon cœur, je suis très tactile. Alors je fais attention quand même, je ne veux pas toucher tout le monde, mais je pense que moi avec mes patients c'est la même chose. Souvent je leur donne des petits surnoms, on n'a pas le droit, je m'en fous, je le fais. Moi je me suis donné le droit, et par contre moi j'ai mes arguments si on me pose la question. Moi mes patients je les prends dans mes bras. Mes patients, je leur fais des bisous sur le front. Mes patients, je les embrasse sur la joue. Mes patients, je leur donne des petits surnoms et ils se savent aimer. Et on peut dire ce qu'on veut. Je sais être ferme aussi, parce qu'il y a besoin du cadre. Vous savez, c'est quand que devient de la... Pour moi, c'est mon point de vue. Hein. Quand est-ce que ça devient de la maltraitance? Quand, par rapport à un tiers, ça peut être un enfant, un adulte ou une personne fragile,
Je pense qu'on devient maltraitant. Donc attention, je parle pas de physique. Hein. Je parle de la maltraitance mentale parce qu'on en parle très très peu. Mais on en parle beaucoup par contre quand il y a des scandales. Hein. Mais la maltraitance mentale pour moi c'est quand on devient dominant. Parce que c'est là où il y a l'histoire du cadre. Alors les gens n'aiment pas ce mot-là, mais c'est un mot qui résume tellement bien. C'est quand tu donnes une injonction, une consigne, et c'est là où ça devient maltraitant, c'est quand tu n'utilises pas la politesse et que ça devient un ordre. La politesse, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, un peu fermement, devient beaucoup plus légitime que si tu lui dis juste de le faire. Le s'il te plaît est extrêmement important. La politesse est extrêmement important. Et puis, on peut te regarder de travers, mais si tu n'es pas obligé de dire que c'est important pour la personne parce que ça ne l'est peut-être pas. Par contre, si tu lui expliques quel bénéfice elle va en tirer, là, ce sera différent. Parce qu'on peut demander à tout le monde et n'importe qui de faire ça ou ça, si elle ne sait pas pourquoi. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et on ne s'en rend pas compte, mais on le fait tous. Mais quand tu commences à utiliser la politesse et à expliquer que derrière, il y a des conséquences qui peuvent être positives, pas forcément sur les médias, mais peut-être à long terme, c'est là où généralement on obtient beaucoup plus de résultats. Voilà. Et il ne faut pas croire, hein, les personnes handicapées, faut pas dévier et se dire bah tiens que ce soit l'autisme, maladie, les dégénérescences ou souvent j'entends les expressions on dirait un poisson mort parce que la personne ne bouge pas ou ne répond pas ou ne parle pas. C'est faux. En vérité, il y a le langage non verbal, la communication non verbale. Et les gens, moi je suis très sensible au non verbal. Je suis plus proche des patients qui ne parlent pas. Et je vois c'est ceux qui ont le plus de choses à dire. Maintenant, j'ai développé des sens. J'arrive à voir en observant les gens, les micro-expressions. Parce que moi, en regardant mes patients, des fois, à la micro-expression, les micro-attitudes, j'arrive à savoir si ça va ou si ça va partir en freestyle. Parce qu'attention, on est en psychiatrie quand même. Et pour venir en Corée, mais c'était suite à une période un peu difficile dans ma vie, où justement, j'avais perdu mes 2 parents. Et il y a eu ils sont un moment, oui, ils sont décédés, 2018 et 2020, donc ça allait très très vite, plus mon beau-père en 2021, donc ça a été très 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 dur, j'ai enchaîné les gros décès, et sur le coup, ça a été un peu le pays, ça pourrait être un hasard sans l'être, mais c'est le pays qui m'a un peu sauvée. De pas sombrer plus quoi. Parce que bon, on peut être joyeuse, mais on peut avoir ses peines aussi. Hein. Et donc c'est un peu le pays. Et donc j'apprécie énormément. J'aime beaucoup tout ce qui est très historique et on va être honnête, ça fait pas si longtemps que ça. Donc vous avez conservé énormément, même si on a beaucoup pris à la Corée avec son histoire. Vous avez conservé énormément historiquement. Je suis fan de tout ce qui est mythologie et historique. Donc vous avez un capital historique qui est énorme à visiter, à connaître. Vous avez des traditions, des coutumes, certaines qui me sont très très proches et d'autres qui sont presque, j'ai envie de dire, oubliées ou qui vous sont typiques. C'est un pays qui apporte énormément sur certaines choses. Il y a des points négatifs aussi, hein. Mais autant quand on parlait du métro, je disais que les gens étaient très individualistes et parlent pas, machin. Mais autant je trouve ça respectueux. Il y a un respect énorme des normes et des normes des gens, de l'individualisme aussi. On n'a peut-être pas besoin de dire ça pour ça, mais du peu que j'ai pu comprendre tout ce qui est adoption de personnes handicapées, je pense que ça doit être très très rare, ça doit être très compliqué et je pense même que ça n'existe pas. Et voir ça, même pas de la vie, je pense que les gens y pensent. Donc j'ai envie de dire, comme dirait John Bost, peut-être pas sauver le monde, hein,
mais j'accueillerai auprès de moi ce que tout le monde rejette. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà. Merci beaucoup. C'est tout.